La première fois que mes parents m'ont dit non, j'étais assise par terre dans mon appartement, entourée de factures impayées et de courriers non ouverts. Je me souviens avoir fixé mon téléphone, attendant que ma mère dise quelque chose, n'importe quoi qui ressemble à de l'inquiétude. « Lila » a-t-elle fini par dire d'une voix monocorde. « On ne peut pas te prêter 10 000 $. 10 000 $? Pas pour le luxe, pas pour le confort, juste pour éviter que ma vie ne s'écroule. » Je les remercie quand même. Je l'ai toujours fait. Les années ont passé. J'ai tout construit par moi-même, lentement, péniblement, en silence. Je pensais que ce chapitre était clos. Je pensais être enfin libre. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Le même numéro, les mêmes voix. Cette fois, mon père n'a pas hésité. « Il nous faut 500 000 $, a-t-il dit. Pour le mariage de ton frère. » J'ai ri, pensant que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Quand j'ai dit non, le silence au téléphone m'a paru plus lourd que toutes ces années où il m'avait ignoré. Et c'est là que j'ai compris que l'argent n'avait jamais été le seul problème. Je croyais qu'en travaillant dur, en étant poli et responsable, ma famille finirait par faire sa part. Je crois que c'était parce que je n'avais pas le choix. Abandonner cette idée aurait signifié admettre quelque chose de bien plus douloureux. À l'époque, ma vie s'effondrait silencieusement, de façon humiliante. Pas le genre d'effondrement que les gens remarquent. Pas de gros titres sensationnels, pas de catastrophe soudaine, juste des factures qui s'accumulaient, des contrats qui arrivaient à échéance sans être renouvelés et cette oppression constante à la poitrine à chaque sonnerie du téléphone. Je dirigeais mon propre petit cabinet de conseil, et un mauvais trimestre avait entraîné la disparition de 3 clients. Ce n'étaient pas les dépenses qui posaient problème. J'ai fait ce que tout le monde me conseillait. J'ai réduit mes dépenses. J'ai déménagé dans un appartement plus petit. J'ai vendu des meubles que j'adorais et j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de remplacer les objets cassés, j'ai arrêté de dormir une nuit complète. Pourtant, ce n'était pas suffisant. C'est alors que les chiffres ont commencé à me hanter. 10 000 $. Avec cet argent, je pourrais rattraper mon loyer, stabiliser mes finances et gagner du temps. Sans cela, je perdrais tout ce que j'avais construit au fil des ans. Je fixais ce chiffre comme s'il s'agissait du bord d'une falaise. Appeler mes parents était la dernière chose que je voulais faire. Je ne leur avais rien demandé depuis la fac. J'étais l'indépendante, la fille qui se débrouillait, qui n'avait besoin de personne, qui les rassurait toujours. J'allais bien, en réalité, même quand ce n'était pas le cas. Mais le désespoir a cette fâcheuse tendance à faire perdre toute fierté. Un après-midi gris, je suis allé chez eux en voiture et j'ai répété mes phrases tout le long du trajet. Je me suis dit que je ne serais pas émotive. Que je n'accuserais personne. Que je serais pragmatique. Ce serait seul. J'apporterais les papiers. Je ferais en sorte qu'ils acceptent facilement. Nous étions assis à la table de la cuisine, la même table où je faisais mes devoirs enfants. La même légère odeur de café et de produits nettoyants. Mon père était assis en face de moi, les bras croisés. Ma mère remuait son thé sans cesse, même après avoir fini le sucre. J'ai juste besoin d'un prêt à court terme, dis-je. Ma voix paraissait plus assurée que je ne l'étais. 10 000. Je paierai les intérêts. Je vais le noter. Mon père ne demanda pas de détails. Il ne demanda pas à quel point la situation était grave ni depuis combien de temps je luttais contre les difficultés. Il se contenta de se pencher en arrière et de secouer la tête. « Ce n'est pas quelque chose qui nous convient, » dit-il. J'attendais une suite, une question. N'importe quoi. Ma mère finit par dire, les yeux toujours rivés sur sa tasse, « Tu as choisi une voie risquée, Ila. On ne peut pas intervenir à chaque fois que ça va mal. » Je me souviens avoir hoché la tête comme si c'était évident, comme si je n'avais pas été prudente depuis des années, comme si ce n'était pas une urgence. « Je comprends, » dis-je. Les mots avaient un goût amer. Je pensais juste que c'était temporaire. « Nous avons d'autres priorités, » m'interrompit mon père. « Nous devons penser à l'avenir de ton frère. » Voilà Ryan. Toujours un peu à part. Toujours la raison tacite. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas rappelé combien de fois je l'avais aidé, couvert, encouragé quand personne d'autre ne l'avait fait. J'ai juste souri. Je les ai remerciés pour leur temps et je suis parti. Assise dans la voiture ensuite, les mains tremblantes sur le volant, je fixais la maison comme si elle allait me dire quelque chose si j'attendais assez longtemps. Elle ne l'a pas fait. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai compris que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement qu'ils m'avaient refusé de l'argent. Ils avaient refusé de me voir comme quelqu'un pour qui il valait la peine de tout risquer. Et cette prise de conscience m'a accompagné, silencieusement, lourdement, et sans résolution, pendant des années. Après ce jour-là, quelque chose en moi s'est éteint, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais avec une fatalité silencieuse qui m'effrayait plus que la colère n'aurait jamais pu le faire.
Je n'ai pas appelé mes parents pour me disputer. Je n'ai pas envoyé de longs messages pour m'expliquer. J'ai simplement disparu de leur orbite émotionnelle. S'ils n'étaient pas intervenus quand je me noyais, j'aurais appris à nager seul. Les mois qui ont suivi ont été terribles. J'acceptais tous les projets possibles, aussi petits ou épuisants fussent-ils. Je travaillais tard dans la nuit et répondais à mes courriels à 2 heures du matin, me persuadant que dormir était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Je négociais des échéanciers de paiement avec mes propriétaires, j'étalais mes courses sur plusieurs jours et j'apprenais à vivre avec une angoisse constante qui me rongeait. Certains soirs, assise au bord de mon lit, je fixais le mur, me demandant si j'étais si près de tout perdre. D'autres soirs, je me forçais à faire des tableaux, des prévisions, des plans de secours, car planifier me donnait l'impression de garder le contrôle. Lentement, péniblement, ça a commencé à fonctionner. Un client en a entraîné un autre. Un contrat court s'est transformé en un contrat plus long. Mon compte en banque a cessé de baisser et a commencé à remonter. Je ne prospérais pas, mais je survivais. Et à chaque petit profit, quelque chose d'autre grandissait en même temps que mes finances, la distance. Mes parents n'ont jamais eu de mes nouvelles. Non. Comment vas-tu? Non. As-tu besoin de quelque chose? Aucun signe de reconnaissance que j'avais jamais été dans le besoin. Mais Ryan, mon petit frère, était omniprésent dans leur vie. J'entendais parler de lui par des remarques indirectes et des allusions anodines. Ryan avait encore quitté son travail. Ryan explorait different pistes. Ryan avait de nouveaux besoins d'aide pour le loyer. Ryan voulait voyager pour se changer les idées. Et mes parents payaient à chaque fois. Quand Ryan avait des difficultés, on y voyait une opportunité. Quand j'en avais, on y voyait une erreur de jugement. Je me disais de ne pas être amer. Je me disais que je me faisais des idées. Mais au fond, je savais la vérité. Je l'avais toujours su. Une fois ma situation stabilisée, vraiment stable, j'avais changé. J'avais appris à me faire confiance, à refuser le travail non rémunéré, à protéger mon temps et mon énergie. J'avais cessé de justifier mes choix auprès de ceux qui avaient déjà un avis tranché sur moi. Je pensais que mes parents et moi continuerions sur cette lancée, dans le calme et la distance. Des visites polies pour les fêtes, des conversations brèves, sans attente. Puis vint l'annonce des fiançailles. Ryan allait se marier. Ma mère a appelé, sa voix soudainement enjouée, pleine de vie comme je ne l'avais pas entendue depuis des années. Elle parlait des lieux, de la liste des invités, des fleurs, des couleurs. Elle semblait fière, enthousiaste. J'écoutais et je désignais une pièce vide d'un signe de tête. Ils veulent faire quelque chose de très spécial, a-t-elle dit. La famille de Madison a certaines traditions. Ce mot m'a noué l'estomac. Des traditions. Quelques semaines plus tard, mon père a appelé. Non pas pour prendre de mes nouvelles, ni pour me féliciter de mon dernier succès. Même pas pour reprendre contact. Dépêche-toi, a-t-il dit, sans même un mot de politesse. Nous devons parler de ta contribution au mariage. Je me souviens m'être adossé à ma chaise, déjà inquiète. Ma contribution. Oui, a-t-il répondu d'un ton neutre. 500 000 $. J'ai cru avoir mal compris. Excusez-moi. Combien? 500 000 $, a-t-il répété. Il est important que nous nous présentions correctement. Ryan ne peut pas faire pâle figure face à la famille de Madison. J'ai senti un froid glacial me parcourir la poitrine. Tu as refusé de me prêter 10 000 $, dis-je lentement. Alors que j'étais désespéré. C'était différent. Ma mère siffla en arrière-plan. Différent parce que j'étais la mauvaise enfant. Parce que ma crise ne valait pas le risque. Parce que ma survie n'avait jamais été une priorité. Je ne le ferai pas, dis-je. Ma voix était calme, d'une façon qui me surprit moi-même. Je ne paierai pas pour ça. Le silence qui suivit fut lourd, pesant. Mon père prit la parole en dernier. Si tu ne soutiens pas ton frère, dit-il, ne t'attends pas à être traité comme un membre de la famille. L'appel se termina. Je fixai mon téléphone, les mains immobiles, le cœur battant la chamade. Pour la première fois, je ne me sentais pas anéanti. J'étais lucide, car maintenant je comprenais. La distance que j'avais construite n'était pas quelque chose à réparer. C'était quelque chose qui m'avait sauvé. Je pensais que dire non y mettrait fin. Y mettre un país. La pression ne m'a pas frappé d'un coup. Elle s'est insinuée de toutes parts. Subtilement au début, presque poliment. Ma tante m'a laissé un message vocal qui commençait par de l'inquiétude et se terminait par de la déception. Un cousin m'a envoyé un long SMS sur l'importance des liens familiaux et sur le caractère unique d'un mariage. Même un vieil ami de la famille m'a contacté sur les réseaux sociaux, me rappelant tous les sacrifices que mes parents avaient faits pour nous pendant notre enfance. Personne ne m'a demandé comment je me sentais. Personne n'a mentionné les 10 000 $. Personne n'a reconnu les années que j'avais passées à reconstruire ma vie seule. Le message était toujours le même,
simplement présenté différemment. Fait preuve de grandeur d'âme. Ryan m'a contacté en dernier. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, a-t-il écrit. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je suis resté longtemps figé devant l'écran avant de répondre. À quoi t'attendais-tu? C'est alors qu'il a appelé. Sa voix était tendue, blessée. Tu te rends compte de l'image que ça donne? La famille de Madison cache déjà tellement de choses. Maman et papa sont sous pression. Moi aussi, ai-je murmuré. Ça n'a rien à voir avec toi, a-t-il sifflé. C'est mon mariage. J'ai fermé les yeux. Quand j'ai demandé 10 000 $ pour éviter que ma vie ne s'écroule, ce n'était pas pour moi non plus. C'était une question de survie. Il s'est tu. Puis il a soupiré, comme si j'étais le problème. Tu as toujours été dramatique. Ce mot, dramatique, m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. C'était le même mot que mes parents utilisaient quand j'exprimais mon malaise, quand je protestais, quand je n'acceptais pas en silence la déception. Je ne suis pas dramatique, ai-je dit. Je pose une limite. Il a ri amèrement. C'est juste une façon polie de dire que tu t'en fiches. J'ai mis fin à la conversation. La semaine suivante, le ton a changé. La politesse a laissé place aux accusations. Mes parents m'ont envoyé des messages remettant en question mon caractère, ma gratitude, ma loyauté. Ma mère a écrit « On ne t'a pas élevé pour être aussi froide ». Mon père m'a averti « Chaque action a des conséquences ». Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé à tout documenter, capture d'écran, horodatage, notes. Non pas que je voulais me disputer, mais parce que leurs paroles sonnaient différemment cette fois-ci, plus tranchantes, plus insistantes, comme s'ils pensaient que la pression finirait par les forcer à céder. Ce soir-là, j'ai repensé à de vieux souvenirs que j'avais tenté d'oublier. La façon dont mes réussites étaient saluées d'un hochement de tête, tandis que les moindres victoires de Ryan étaient célébrées, les fois où l'on me disait que je devrais comprendre parce que j'étais plus âgée, plus forte, plus compétente. J'ai alors compris que ce n'était pas une question de mariage. C'était une question de contrôle. Pendant des années, j'avais été utile quand j'étais silencieuse et docile. Dès l'instant où j'avais dit non, vraiment non, je suis devenue un problème à régler. La date du mariage approchait à grands pas. Et avec elle, la tension. Je savais qu'il s'attendait à ce que je craque, que je me présente avec un chèque et un sourire forcé. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus désespérée. Et je n'étais plus seule dans mes pensées. Pour la première fois, je ne me suis pas demandé comment maintenir la paix. Je me suis demandé jusqu'où j'étais prête à les laisser aller et si j'étais enfin prête à les laisser affronter la vérité. Une fois les invitations envoyées, j'avais compris une chose importante. Aucune explication ne suffirait jamais à convaincre ceux qui étaient déterminés à ne pas me comprendre. Mes parents ont cessé les allusions et ont commencé à exiger. Ma mère a appelé un après-midi, alors que j'étais au travail. J'ai failli ne pas répondre, mais une petite voix en moi espérait encore, naïvement, qu'elle dirait quelque chose de différent cette fois-ci. « Dépêche-toi », a-t-elle commencé d'une voix tendue. « Ton père et moi sommes extrêmement stressés. » Je suis restée silencieuse. « Tu sais comment les gens parlent », a-t-elle poursuivi. La famille de Madison observe tout, le moindre détail. Si nous échouons, cela rejaillira sur nous tous. Sur vous tous, ai-je corrigé calmement. Pas sur moi. Elle a poussé un soupir. Comment peux-tu dire ça? Tu es la sœur de Ryan. Je suis aussi la fille que tu as refusé d'aider quand j'étais désespérée, ai-je répliqué. Ma voix ne tremblait pas. Cela m'a surprise. Elle a baissé le ton et a changé de tactique. Nous t'avons élevé. Nous avons fait tellement de sacrifices. Est-ce comme ça que tu nous remercies? J'ai fermé les yeux un instant. C'était le scénario que je connaissais depuis toujours. La gratitude utilisée comme une laisse. Je suis reconnaissante, ai-je dit. Mais la gratitude n'est pas un chèque en blanc. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit doucement, si tu ne contribues pas, ne viens pas au mariage. C'était clair, la limite était franchie. D'accord, ai-je répondu. Ce mot a résonné plus fort que n'importe quelle dispute. Ce soir-là, mon père m'a envoyé un SMS plus glacial que tout ce qu'il avait dit auparavant. Tu fais un choix irréversible. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé mon téléphone face contre table. Pour la première fois, je n'ai ressenti aucune envie de me défendre. Je n'étais pas en train de préparer mentalement des réponses toutes faites. Je ne répétais pas des conversations qui n'auraient jamais lieu. Au contraire, j'ai éprouvé un étrange soulagement. J'ai réalisé que toute ma vie, j'avais essayé de gagner une place qui aurait dû me revenir de droit. J'avais adouci mes propos, minimisé mes besoins et ravalé mon ressentiment juste pour garder le contact. Mais un contact fondé sur la peur n'était pas un contact. C'était de la soumission. Et j'en avais assez de me soumettre. Je ne savais pas encore jusqu'où iraient mes parents. J'ignorais quelles limites ils seraient prêts à franchir,
Mais une chose était absolument claire. Si je continuais à me justifier, ils continueraient de penser que je leur devais quelque chose. Alors j'ai arrêté. Et dans ce silence, j'ai enfin entendu ma propre voix, calme, claire, et qui ne demandait plus la permission. Je n'avais pas l'intention d'aller au mariage. Pendant des semaines, je m'étais répété qu'il était inutile de mettre mon corps dans une pièce que mon âme avait déjà quittée. Mais plus la date approchait, plus je ressentais un étrange attrait. Non pas une obligation, non pas un espoir, mais un besoin de tourner la page. Je ne voulais pas que mon absence devienne une autre histoire qu'il pourrait déformer. Je voulais être là, voir la vérité clairement et partir à ma guise. Alors j'y suis allé. Le lieu semblait tout droit sorti d'un magazine. De hautes baies vitrées, des fleurs blanches partout, une douce musique qui flottait dans l'air. C'était beau, de cette beauté souvent opulente, imposante et froide. Je suis arrivé seul. Personne ne m'a accueilli. Personne ne m'a accompagné à ma place. J'ai trouvé mon nom sur une petite carte, sur une table au fond de la salle, loin de mes parents, loin de Ryan. Le message était clair, sans qu'un mot ne soit prononcé. Pendant la cérémonie, j'ai vu mon frère sourire comme s'il n'avait jamais connu la déception. Ryan avait l'air confiant, aimé, absolument certain que le monde le rattraperait toujours en cas de chute. Mes parents étaient assis au premier rang. Ma mère essuyait ses yeux. Mon père se tenait droit, fier. Je me sentais invisible. À la réception, les gens chuchotaient. J'en captais des bribes en passant. C'est elle. Ma sœur. Tu as entendu? Elle a refusé d'aider. J'ai gardé la tête haute. Je me suis rappelé de respirer. Puis papa s'est levé. Il a pris le micro avec l'aisance de quelqu'un qui se sentait chez lui partout où il entrait. La musique s'est estompée. Les conversations se sont tues. On a posé les verres. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée possible. Il a commencé à sourire largement. La famille, c'est tout. J'ai eu un nœud à l'estomac. Il a marqué une pause et, lentement et délibérément, a balayé la salle du regard jusqu'à ce que celui-ci se pose sur moi. C'est regrettable, poursuivit-il, sont-on changeant suffisamment pour que tout le monde ne comprenne pas ce que signifie la responsabilité familiale. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains oublient leurs racines une fois le succès arrivé. Ils les abandonnent au moment où ils ont le plus besoin d'eux. Tous les regards se tournèrent vers moi. Mon. Koeurbatait la chamade. J'étais sûr qu'on pouvait l'entendre. Je sentis la chaleur me monter au visage, non pas de honte, mais d'une émotion plus vive, plus profonde. Des années de mots refoulés me pesaient sur la poitrine, réclamant de l'air. Yemelevai. Ma chaise grinça bruyamment sur le sol. Le bruit fendit la pièce comme une lame. Je n'ai pas oublié mes racines, dis-je d'une voix assurée, claire, plus forte que je ne l'aurais cru. Je m'en souviens très bien. Mon père se figea. Je me souviens d'avoir demandé $10 000 quand ma vie s'écroulait. Continuai-je. Pas pour le confort, pas pour le luxe, juste pour survivre. Le silence se fit dans la salle. Je me souviens d'avoir essuyé un refus. Je me souviens d'avoir été un risque. Et je me souviens d'avoir reconstruit ma vie seule. Le visage de ma mère pâlit. Alors ne reste pas là, dis-je en croisant le regard de mon père et en réécrivant l'histoire, car je refusais qu'on profite de moi. Ryan fixait le sol. Je ne suis pas égoïste, conclus-je. J'en ai assez de me sacrifier pour le confort des autres. Personne n'applaudit. Personne ne bougea. Je n'attendis pas de réponse. Je me retournai et sortis. Chaque pas me semblait irréel, comme si mon corps agissait avant même que mes pensées ne suivent. L'air frais de la nuit me fouetta le visage. Et pour la première fois de la journée, je pus respirer. Mes mains tremblaient. J'avais mal à la poitrine. Mais au fond, il y avait autre chose. Quelque chose d'inconnu. Du soulagement. Car à cet instant, devant tous ceux qui m'avaient jugé en silence, j'avais enfin dit la vérité à voix haute. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je pensais qu'en partant, tout serait fini. Je me trompais encore. 2 jours plus tard, ma réceptionniste m'appela. « Lila, tes parents sont là. » J'eus un mauvais pressentiment. Ils n'avaient pas le temps, ajouta-t-elle doucement. Ils ont dit que c'était urgent. S'il vous plaît, demandez-leur de partir. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'entendis la voix de mon père résonner dans le couloir, basse, maîtrisée, et indéniablement en colère. Alors, c'est comme ça que tu vis maintenant, dit-il en entrant dans mon bureau sans permission. Ma mère le suivit, les lèvres serrées, le regard perçant, et non plus larmoyant. Aucune excuse, aucune gêne concernant la scène du mariage. Juste du ressentiment. Tu nous as humiliés, dit mon père. Devant tout le monde. Je suis resté derrière mon bureau, à distance. Vous vous êtes humiliés vous-même. La voix de ma mère tremblait, non pas de tristesse, mais de colère.
Tu te rends compte de ce que les gens disent de nous. J'allais rire. Et ce que les gens disent de moi? Demandai-je. Depuis des années. Mon père se pencha légèrement en avant, baissant la voix. Tu as franchi une limite, Ila. Tu ne peux pas tourner le dos à ta famille et t'en tirer comme ça. Quelque chose dans sa voix me fit frissonner. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la déception. C'était de la pression. S'il te plaît, vas-y, dis-je calmement. Sinon, j'appelle la sécurité, grogna maman. Tu ne le ferais pas. J'appuyai sur le bouton sous mon bureau. Tandis que l'agent de sécurité arrivait et les escortait dehors, papa me lança un regard dur. Ce n'est pas fini, dit-il. La porte se referma derrière eux. Je restai assise là un long moment, le regard vide, le cœur battant la chamade, non pas de peur, mais de certitude. C'est à cet instant que je compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était plus un conflit familial. C'était une limite qu'on testait, et je ne laisserais plus personne la franchir. Je ne dormis presque plus après ça. Non pas parce que je regrettais ce que j'avais fait, mais parce que mon instinct s'était enfin réveillé. Chaque message me crispait les épaules. Chaque numéro inconnu me pesait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Je me suis rendu compte à quel point j'avais pris l'habitude de minimiser les choses et de me dire « Ils ne le pensent pas vraiment. Ils sont juste sous le coup de l'émotion. Ça va passer. » Cette fois, j'ai refusé de risquer ma sécurité ou mes moyens de subsistance. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai affronté la situation telle qu'elle était, et non telle que j'aurais souhaité qu'elle soit. J'ai appelé un avocat. Prononcé à voix haute, j'ai besoin de conseils concernant du harcèlement, de la part de mes parents, me semblait irréel. Une partie de moi voulait encore minimiser les faits, leur trouver des excuses. Mais en relisant les messages, en réécoutant les messages vocaux et en décrivant l'incident au cabinet, ma voix s'est raffermie. Il ne s'agit pas d'un malentendu, a dit l'avocate calmement. C'est une tentative d'intimidation. Cette phrase a apaisé mon cœur. Grâce à ces conseils, j'ai commencé à tout documenter correctement. Date, heure, formulation précise, témoin. J'ai appris que les schémas comptaient plus que les moments isolés. Comment la répétition transformait la pression en quelque chose de juridiquement valable. Quelques jours plus tard, une lettre officielle fut envoyée. Claire, professionnelle, sans émotion. Elle stipulait que tout contact ultérieur, au-delà des communications écrites via un avocat, serait considéré comme du harcèlement. Elle imposait la distanciation sociale. Elle prévoyait des conséquences. Quand mes parents l'apprirent, mon téléphone resta muet. Plus d'appels, plus de messages, plus de mots d'adieu, juste le silence. Et pour la première fois depuis des mois, ce silence n'avait rien de menaçant. Il était protecteur. Je ne fêtais rien. Je ne ressentais aucun triomphe. Ce que je ressentais était bien plus profond et plus mérité. Le contrôle, non pas sur eux, mais sur ma propre vie. Je compris alors que les limites ne sont efficaces que si elles sont appliquées. Et l'amour qui exige l'autodestruction n'est pas de l'amour. J'avais sorti le conflit du système familial, où les émotions régnaient en maître, pour le placer dans le monde réel, là où les règles existent. Et dans ce changement, je me suis enfin senti suffisamment en sécurité pour respirer. On dit souvent que partir est la solution de facilité. Ce n'est pas vrai. Partir, c'est renoncer à l'image que l'on avait de ses parents. Cela signifie accepter que l'amour, lorsqu'il est conditionné et menacé, ne se répare pas par la seule force de l'effort. Après l'envoi de la lettre, des semaines, puis des mois, pas d'excuses. Aucune tentative de réconciliation. Et dans ce silence, un événement inattendu s'est produit. J'ai cessé d'attendre. Je me suis concentré sur mon travail. J'ai repris mes habitudes. Je me suis entouré de personnes qui ne bronchaient pas quand je disais non. Qui ne prenaient pas mes limites comme une attaque personnelle. J'ai mieux dormi. J'ai ri davantage. J'ai cessé de ressasser les anciennes conversations et de me demander ce que j'aurais dû dire différemment. Pour la première fois, ma vie était paisible. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que rien ne menaçait constamment de s'effondrer. Je pense encore parfois à mes parents, à Ryan, au mariage que j'ai quitté et à la famille que j'ai laissée. Derrière moi. Mais ces souvenirs ne s'accompagnent plus de panique ni de culpabilité. Ils sont empreints de clarté. Je n'ai pas abandonné ma famille. J'ai cessé de m'abandonner moi-même. Dire non ne m'a pas rendu insensible. Me protéger ne m'a pas rendu cruel. Choisir la paix ne m'a pas rendu égoïste. Cela m'a guéri. Et s'il y a une chose que je sais maintenant, c'est que l'amour qui exige votre silence, votre argent ou votre peur n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. J'ai choisi la liberté.